L'enregistrement est démarré. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Madame Madesclair, et merci de bien vouloir participer à cette conférence sur la communication de réseau. Donc, aujourd'hui, c'est Sonia qui va animer la conférence. Et donc, Sonia, je vais vous laisser la parole et présenter l'équipe avec laquelle vous avez travaillé pour cette conférence. Alors bonjour à tous, mon équipe et moi, composée donc de Soma Marma, Wassila Mebarek, Florine Chevalier et moi-même, nous allons demander à Madame Madesclair Ferial, qu'on va appeler Ferial tout au long de la conférence. Cette conférence dont le thème est la communication de réseau. Je vais laisser la parole à Ferial pour se présenter et présenter la boîte dans laquelle elle travaille. Voilà, je laisse la parole à Ferial. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Comme précisé, juste avant de commencer, je voudrais dire que j'interviens en mon nom et pas au nom de ma société, et que dans le cadre de cette conférence, du coup, je vais parler en mon nom, mais bien sûr, je vais vous présenter quelques éléments liés à ma société pour pouvoir faire un parallèle et pour que vous compreniez la communication de réseau. Voilà. Alors, donc, comme Sonia l'a dit, je m'appelle Ferial Madesclair, j'ai 31 ans, je travaille chez Air Product. Ça fait maintenant à peu près 9 ans que je suis chez Air Product et je suis responsable marketing de France. Voilà. Est-ce que vous souhaitez éventuellement que je vous présente ce qu'est Air Product avant de rentrer dans plus de détails? Oui. D'accord. Alors, j'avais préparé quelques slides. Donc, je vais partager mon écran. Je ne sais pas comment partager mon écran. Ah, si, c'est bon. Je vais partager mon écran avec vous. Alors, dites-moi si vous pouvez voir mon écran. C'est bon, c'est affiché. Oui, c'est parfait. Ok. Alors déjà, qu'est-ce qu'Air Product? Donc Air Product, c'est un producteur et fournisseur mondial donc, de gaz. Donc on fait des gaz industriels pour le soudage, on fait des gaz alimentaires, on fait des gaz spéciaux pour les laboratoires, on fait aussi des gaz ballonium, donc pour gonfler les ballons. Vous savez, les ballons qu'on met, donc on remplit dans le gaz et qu'après qu'on lâche dans l'air. On fait également du gaz pour le médical, donc de l'oxygène et du gaz pharmaceutique. On travaille avec tout type d'industrie. Et là, comme vous pouvez le voir, donc j'ai essayé de vous détailler pour que ce soit assez simple. Donc l'offre et comment on vend ce gaz. Donc ça va de la bouteille canister jetable qui est tout à gauche en bas dans l'écran. Là, j'essaye de bouger avec ma souris. Avec les bouteilles, ensuite les cadres, les réservoirs cryoïs qui sont un conditionnement assez petit. C'est pour un conditionnement en gaz liquide. Donc du coup, on passe au liquide alors qu'avant, c'était du gazeux. Ensuite, dans des réservoirs vrac qui sont un petit peu plus importants, qui s'appelle le vrac. Et après, du générateur sur site. Générateur sur site, ça veut dire que l'entreprise est un petit peu autonome dans sa production de gaz. Voilà. Quelques chiffres, en bref. Donc, Air Products, c'est quand même une société américaine qui fait environ 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Dans le monde, bien sûr, il y a plus de 17 000 employés, on est présent dans plus de 50 pays et on sert à peu près 30 secteurs industriels. À peu près tous les secteurs qu'on sert, donc comme je vous disais, on est présent absolument partout, donc vous pouvez voir, c'est très vaste, ça va de l'agriculture à l'énergie, la pharmacie, le transport, le traitement des eaux, l'aviation, l'aéronautique, la chimie, enfin on est présent absolument partout. Voilà. Et alors en France, donc Air Product, c'est 6 centres de conditionnement. Donc un centre de conditionnement, c'est là où on conditionne l'air et qu'on le met dans les bouteilles. Donc 3 usines de séparation de l'air, parce que l'air, en fait, on l'extrait, ça rentre dans une usine et après, on joue avec des degrés de température et on arrive à tirer, par exemple, de l'oxygène, de l'azote, de l'argon et ainsi de suite en faisant un jeu avec des températures. 3 centres de redistribution, un réseau donc de 400 dépositaires et c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui, donc le réseau de 400 dépositaires et 9 gaz taxis, puis on est à peu près 350 collaborateurs en France. Je vous ai mis le lien du site internet et si vous souhaitez nous suivre sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à aller taper Air Product France et vous pourrez nous suivre et toutes nos publications et savoir exactement ce qu'on fait. Voilà.
le réseau dépositaire, structure indépendante donc de notre marque 400 dépositaires partout en France. Voilà, je vais arrêter là et je vais redonner la parole à Sonia. Ok, je te remercie, Farial. Donc, je vais annoncer le plan. En première partie, on va parler des généralités sur la communication de réseau. En seconde partie, on parlera de la stratégie de communication externe. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. On le fera en deuxième partie, la partie questions-réponses avec notre intervenante Ferial. Ferial, il y a le partage d'écran encore. Ah, pardon. Parfait, c'est bon. Du coup, sur la première partie, donc la généralité sur la communication de réseau, on va commencer par te demander, pardon, qu'est-ce que la communication de réseau? Ok. Alors, la communication de réseau, c'est une communication qui est faite à l'échelle d'un réseau. Donc, pour que ce soit à peu près uniforme, donc comme vous le savez, que ce soit une banque ou un carrefour, par exemple un carrefour ou un Carrefour City, ils sont reliés à une société mère, tout le monde est à peu près uniforme. Donc du coup, il faut que tout le monde respecte un certain branding et une communication liée à cette marque. Donc voilà ce que c'est en bref la communication de réseau. D'accord. Et quels sont les enjeux de la communication de réseau du coup? Alors, les enjeux de cette communication justement de réseau, c'est d'avoir une uniformité entre tous, c'est que tout le monde puisse bénéficier donc de du même degré d'information, du même branding et d'être part d'un groupe unique avec une communication unique. Voilà, une harmonisation. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste rappeler qu'est-ce que le branding pour la classe, s'il vous plaît? Enfin, s'il te plaît. Alors, le branding, en fait, c'est la marque. Donc, c'est en général, enfin, moi, après, c'est peut-être du jargon lié à Air Product, mais le branding est l'image de la marque. Voilà, c'est la charte graphique, entre guillemets, qui appartient à la marque propre. D'accord. Ok, très bien. Donc, en ce qui concerne l'optimisation et les outils de la communication interne, quel est le mode de recueil d'informations, c'est-à-dire les remontées d'informations terrain? D'accord. Alors, en général, donc, quand vous avez une structure de réseau, il faut savoir que pour avoir les informations, vous avez différents niveaux. Soit vous êtes contacté directement donc, par vos partenaires qui sont membres du réseau, ou soit vous avez des espèces de commerciaux ou des animateurs ou des gens qui travaillent autour de ces réseaux-là qui vous remontent des informations. Donc, ça se fait à deux niveaux. Donc, soit vous êtes contacté directement, soit ce sont les animateurs justement qui vous remontent les informations. D'accord. Et quel est le mode de diffusion? Le mode de diffusion de l'information au niveau de communication. Oui. Alors, en général, ça fonctionne le siège, donc nous, la holding, la maison mère, Okay. et ça redescend vers le bas. Donc, ça veut dire qu'en gros, par exemple, dans le cadre d'Air Product, tout est décidé au siège qui est à Aubervilliers. On crée un branding, on crée une communication, on crée, je ne sais pas moi, des affiches, on crée des choses, ou un mailing, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ensuite, on redescend dans chaque agence, et chaque agence ou partenaire a l'obligation, entre guillemets, d'utiliser cette communication. D'accord. Et du coup, quels outils vous utilisez justement pour communiquer entre le siège et les agences? Alors, principalement, ça peut se faire donc en termes d'outils de communication par email, ça peut se faire par téléphone. On avait aussi un projet de SMS, ça peut se faire également donc via un portail. Il faut savoir que tous nos adhérents ont accès à un portail spécifique qui est pour eux, qui s'appelle le portail dépositaire, donc où ils peuvent recueillir toutes les informations directement. Ou ça peut être via ce fameux réseau d'animateurs ou de commerciaux, donc qui ont pour rôle, donc eux reçoivent l'information du marketing du siège et ensuite ils doivent le diffuser au sein de leur réseau et s'assurer
que toutes les personnes liées à leur portefeuille, donc à leur réseau, donc l'ensemble des magasins avec lesquels ils travaillent, puissent avoir et ont mis en place cette stratégie ou cette communication et ont bien bénéficié de l'information. D'accord. Ok. Au niveau des cibles, quelles sont les différentes cibles en interne et les moyens de communication utilisés? D'accord. Alors, en termes de cibles par rapport à l'interne, je travaille avec un service communication qui est basé dans un autre pays, qui m'aide à respecter le branding et à fournir quelque chose de façon harmonisée pour respecter la politique du groupe global, donc Air Product, au niveau monde, puisque tout est décidé au niveau monde. Et ensuite, ça redescend donc au sein des agences. Il faut savoir que ces agences sont aussi indépendantes, dans le sens qu'elles peuvent demander à avoir quelque chose de spécifique ou lié à leurs propres agences, à leur propre, ou même à leur propre secteur. Ce qui fait que plutôt que de faire quelque chose seul et en utilisant notre logo, notre branding et notre image de marque, ils me contactent directement ou ils contactent leurs interlocuteurs qui ensuite me contactent et on voit ensemble, on essaye de trouver une solution pour que leur communication soit efficace et respecte aussi notre branding. Voilà. Ok. Sonia, n'hésite pas à reposer ta question si tu penses que j'ai pas répondu comme. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est clair. Après, est-ce que c'est clair pour vous, les filles? Oui. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Ok, très bien. Pour le contenu pour ce qui est du contenu, comment est-ce qu'il est produit et comment est-ce qu'il est défini? Alors, pour la définition du contenu, en général, je le fais en partenariat avec mes collaborateurs, donc qui sont présents sur le terrain, pour être sûr que toutes les informations terrain sont prises en compte et que nos adhérents, justement, donc nos partenaires, vont adhérer à ça. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le contenu, je l'envoie donc à mon service communication, donc qui est basé en Espagne ou en Angleterre, qui eux me produisent quelque chose avec le branding, donc les couleurs, etc. Et la forme, la charte graphique et tout ce qui suit. Et ensuite, on le redescend directement sur les agences. D'accord, ok. Du coup, on va continuer sur la charte graphique. Donc, qu'est-ce que la charte graphique, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Alors, la charte graphique, comme vous le savez, toutes les entreprises ont un branding ou une charte graphique qui est spécifiquement définie. Donc, c'est un ensemble, enfin, pour nous, par exemple, chez Air Product, c'est un PDF avec une 50aine de pages qui explique quelle police doit être utilisée, quelle couleur, quelle taille, quelle forme, la couleur du logo et ainsi de suite. Et donc, du coup, chaque entreprise, normalement, doit avoir une charte graphique qui leur permet de standardiser toute la communication pour éviter justement les dérives et les déviances, que chacun fasse sa com de son côté. Donc, c'est aussi un moyen de faire respecter le branding et de contrôler un petit peu sa communication. D'accord, ok. Et du coup, ok, bon, bah, vous avez répondu à ma deuxième question, à quoi elle servait. Donc, c'était pour éviter que chacune des agences dérive et aille sur une autre cible que vous aviez visée au départ, c'est ça? C'est ça. Et aussi, il faut savoir que dans le cadre de la communication, ce qui est important, c'est que dans des sociétés qui sont plutôt à échelle mondiale ou internationale, ou même des grosses sociétés, on a des services communication qui gèrent la communication interne, mais il y a aussi des services de communication externe. Ça veut dire qu'on doit quand même faire attention à la façon dont on communique, que tout est contrôlé, donc qu'on doit bien respecter cette charte graphique, donc en interne, être sûr, etc. Mais que la communication qui est liée en externe, donc ça veut dire qui va être redescendue sur les agences ou autres, doit aussi être conforme à la politique de l'entreprise, à la politique de communication de l'entreprise. Et est-ce qu'elle est propre à... C'est-à-dire, est-ce que le service de communication en France, a celui en France, ou est-ce que, par exemple, en Espagne, ils ont une autre charte graphique? Non. Non? C'est la même?
tout le monde a la même au niveau de tout Air Product, donc au niveau de l'entreprise que je connais qui est la mienne. Et j'ai travaillé dans d'autres entreprises mondiales type Saint-Gobain ou autres. C'est la même chose. En général, quand la maison mère, donc le siège du siège, décide d'une charte graphique, elle le déploie au niveau pays et chaque pays doit s'adapter et utiliser la charte qui est définie par la maison mère. Tout ça pour définir une stratégie globale de groupe. Ok, ok, très bien. Et du coup, quelles sont les limites de la charte graphique? Alors, les limites de la charte graphique, je dirais que ça pourrait être... parfois, on peut peut-être être bloqué quand on a envie de faire des choses et des choses qui ne sont pas forcément été faites en interne ou auparavant. On peut être bloqué dans ce cadre-là et du coup, on ne peut pas les faire tout simplement parce que ça ne respecte pas le branding ou la charte graphique, tout simplement. Donc, c'est la plus grosse limite. Donc, devoir surtout dire non à nos partenaires et les empêcher d'utiliser notre marque pour faire ce qu'ils ont envie de faire. D'accord. Est-ce que vous auriez un exemple dans vos expériences? J'avais eu un jour un dépositaire qui voulait faire quelque chose de spécifique, une action et qui voulait justement utiliser juste le logo, mais pas de la façon, enfin quelque chose d'assez différent à ce qu'on faisait, etc. J'ai malheureusement dû lui refuser la demande parce que ça ne correspondait pas à notre charte graphique au niveau dépositaire et à ce qu'on souhaitait justement. Ok, ok, très bien. On va passer sur la deuxième partie, sur la partie de la stratégie de communication externe. Donc, on va d'abord parler en première partie service de communication, le service de communication. Donc, comment s'organise le service de communication chez Air Product? Alors, il faut savoir qu'il y a donc le service marketing, qui est un service marketing communication, parce qu'on est peut-être une grande entreprise, mais on fonctionne un petit peu comme une grosse PME et on aime bien dire que chez nous, c'est service de proximité, c'est une entreprise un petit peu familiale, donc voilà. En gros, le service marketing communication, donc c'est-à-dire moi, je reçois une demande, je fais une proposition, donc je la travaille avec mes collaborateurs et avec le terrain. Et on s'organise tous ensemble de façon à ce que tout le monde soit satisfait. Je l'envoie ensuite à mon service communication qui est basé en Espagne, qui eux l'envoient ensuite à leurs prestataires internes qui sont basés dans d'autres pays. D'accord. Voilà. Okay. Et après, ça revient au service communication. Le service communication me la renvoie et moi ensuite je la renvoie à mes interlocuteurs. D'accord, ok. Ok. Ok, très bien. Et comment elle se décline la communication? Alors, on a une communication interne et on a une communication externe. C'est-à-dire que mes interlocuteurs ne sont pas les mêmes en fonction de la communication dont j'ai besoin. Par exemple, si je veux une communication sur une brochure ou autre, je vais m'adresser à mon service de communication interne, qui va gérer le branding, qui va me créer l'image comme je l'ai demandé, avec les informations comme je l'aurais créé, etc. Mais par contre, si je veux faire une communication maintenant externe dans un magazine ou autre, ça va impliquer le service de communication externe qui doit valider le contenu. D'accord. Mais du coup, il y a beaucoup d'interlocuteurs entre chaque étape. Est-ce que ça fait pas justement perdre du temps ou est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est plusieurs études? Enfin, c'est comment est-ce que est-ce que le délai est pas plus long quand vous Si, passez par... Si, justement, ok. les délais sont très longs. Ça prend combien de temps à peu près? Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Les délais en moyenne, quand moi je reçois une demande, entre le moment où je reviens vers la personne qui m'a fait la demande avec quelque chose de produit, de fini, il se passe à peu près 4 semaines. D'accord, ok. C'est-à-dire que je l'envoie à mon service com, qui l'envoie et ainsi de suite dans leur rouage un petit peu interne. Et du coup, il y a 4 semaines qui s'écoulent.
oui, ça fait du monde, oui, ça fait beaucoup d'interlocuteurs, mais c'est vraiment dans le but de protéger l'entreprise et de protéger le branding de, de l'entreprise Air Product ou d'une autre entreprise ou d'une banque ou d'une organisation tout simplement. Parce que comme je l'ai dit, si tout le monde faisait un petit peu sa petite tambouille de son côté, il n'y a plus de branding, il n'y a plus d'image de marque. Et quand on touche à la marque, c'est un peu délicat. D'accord. Et du coup, qui est-ce qui définit et produit ces supports de communication? C'est les commerciaux avec moi. D'accord. Et la production, c'est fait par le service qui est basé en Espagne. D'accord. Ok. C'est un choix, le fait que ça soit en Espagne, ou ça a toujours été... Ça a toujours été comme ça, c'est organisationnel. C'est un D'accord. service de communication interne. Voilà. En gros, chaque pays est indépendant et fonctionne un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que tous les services marketing pays sont basés au siège social du pays et on est regroupé en cluster, même si vous connaissez le mot grâce au coronavirus ou à cause du coronavirus, c'est un peu le même principe. Donc, on est regroupé en cluster, donc par continent ou organisation, et on a une personne qui gère plusieurs pays en même temps. Et D'accord. donc, du coup, toutes les personnes, donc tous mes homologues des autres pays, lui envoient les mêmes demandes que moi, ou des demandes liées à leur pays. C'est pour ça que du coup, ça prend à peu près 4 semaines pour avoir un document. D'accord. Et est-ce que ça vous arrive de faire appel à des prestataires extérieurs? En termes, oui, mais c'est surtout mon service communication qui fait appel à des prestataires extérieurs. Moi, en général, ce que je fais, c'est que j'ai des fournisseurs en fait qui sont externes pour faire des impressions, par exemple des brochures, des catalogues, pour des panneaux, pour tout ce type de choses. Et moi, en fait, mes fournisseurs, c'est eux. Une fois que tout est validé au service communication, ils me donnent un fichier qui s'appelle le print folder. Et ce print folder, je l'envoie au fournisseur, au fournisseur qui me rend le rendu définitif et matériellement. D'accord, ok. Et quel est le degré d'indépendance, d'autonomie des adhérents au réseau? Est-ce qu'ils peuvent communiquer de façon autonome? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Je vais répéter. Donc, quel est le degré d'indépendance, enfin d'autonomie des adhérents au réseau? Est-ce qu'ils peuvent communiquer de façon autonome? Alors, s'ils n'utilisent pas le nom donc, de la société, ils ont le droit de communiquer. Mais dès l'instant où ils touchent à notre logo, ou à notre entreprise, ou à nos produits, ou à nous de façon générale, ils doivent nous demander l'autorisation et faire la demande auprès de nous. D'accord, ok. Auprès du service communication d'Air Product. Voilà. Donc concrètement, ils ne sont pas très autonomes. Ils sont autonomes dans leurs demandes, ils peuvent nous demander des choses, mais ils ne sont pas autonomes dans la production de matériel. D'accord, ok. Ok. On va passer sur la partie publicité. Euh, Comment pensez-vous que le public vous perçoit? C'est une très bonne question. Alors, dans le cadre de la publicité, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Donc, il y a la pub qu'on paye à travers un magazine où on dit, bon, bah, on est les meilleurs, on fait ça, on fait ça. Donc, comme les pubs quand vous feuilletez un magazine. Et là, dans ce cas-là, vous avez votre propre image. Et il y a une autre forme de publicité, entre guillemets, mais qui est un peu plus cachée, je dirais. C'est quand vous avez des utilisateurs de nos produits qui font la promotion, justement, de nos produits en disant, ah bah, leurs produits sont géniaux, moi j'ai testé, etc. Donc, j'ai tendance à préférer ce deuxième mode de communication et de publicité. Et je fais d'ailleurs souvent appel à des clients pour leur demander de paraître dans des magazines et parler de nous. Voilà. D'accord. Sinon, en termes de perception, bah, un petit peu comme toutes les sociétés, puis comme vous le savez aujourd'hui,
En France, le leader, c'est Air Liquide. Vous pensez à gaz, vous pensez à qui? À Air Liquide. C'est pas à nous. Nous, on est une société américaine. Donc, du coup, en termes de notoriété spontanée, malheureusement, Air Product n'arrive pas en premier. Mais on espère que les choses vont changer. Ok. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de supports publicitaires liés au réseau? Bien sûr. Alors, je vais partager mon écran, du coup. Oui. Alors, ici, je vous avais mis juste un imprimé écran du site internet pour que vous voyez le branding. Donc ça, c'est le fameux portail dépositaire, donc l'endroit où ils ont tous accès à toutes les informations et puis c'est un accès personnalisé. Ça, c'est un outillage en plus. Donc ça, c'est un outil où eux, donc tous nos adhérents sont visibles en ligne et tous de façon un petit peu uniforme et on communique sur eux. Donc avec leur adresse, leur numéro de téléphone, leur logo quand ils nous le donnent et où ils sont facilement trouvables. Donc trouvez le dépositaire le plus proche de chez vous. Donc on fait aussi une communication pour les aider. Donc ça, c'est pour répondre précisément à ta question, voici un exemple de notre PLV spécifique, donc avec des panneaux, donc des barracudas, donc l'équivalent chez les gens, enfin ça c'est dialecte interne Air Product, ça s'appelle des roll-up. Il y a également des bâches, des stickers autocollants, des panneaux tournants, des posters qui font la promotion tout simplement de nos activités. Voilà. Et ça, c'est en termes de signalétique encore. Donc, vous pouvez voir qu'on a aussi du vestimentaire. Donc, on aime bien habiller nos dépositaires et nos commerciaux. Il y a également donc ici pas un barracuda, j'ai oublié le nom de ce truc-là, un oriflamme, pardon. Un oriflamme et des petits supports donc pour les brochures. Voilà. D'accord. Comment est-ce que se répartissent les coûts des supports publicitaires? Alors, en général, c'est nous qui prenons tout en charge. On ne peut pas exiger de nos prestataires et de nos adhérents de payer en plus. Donc, vu qu'on paye, on décide. C'est aussi un moyen plus facile de leur faire passer nos idées en disant ok, on prend en charge tous les coûts, mais du coup c'est nous qui on vous propose le support. D'accord, ok. Ok, donc c'est Mais vous bien qui... sûr, ouais, c'est nous qui prenons en charge les coûts, mais bien sûr de temps en temps sur certaines actions types, on peut avoir un partage des coûts. Où là c'est vraiment du gagnant-gagnant. Par exemple, une publicité dans un journal où un dépositaire va nous dire j'ai envie de parler de vous, est-ce que vous pouvez me donner une petite participation, mais je veux aussi parler de nous. Moi, ce que je leur dis en général, ok, envoyez-moi ce que vous vouliez faire, on met tout ça en forme via notre service communication et on partage au niveau des frais. Et je fais en sorte de mettre bien la société et notre marque en avant. Voilà. Et quels sont les différents publics ciblés et les moyens de communication utilisés selon les différentes cibles? D'accord. Alors, les publics ciblés, ce sont des publics qui utilisent donc nos gaz de soudage. Comme je vous avais dit tout à l'heure, on a plusieurs types de gaz, enfin, pas que nos gaz de soudage, mais on a plusieurs types de gaz. Donc, on a les gaz de soudage, on a les gaz de laboratoire, on a des gaz ballonium, donc, où il y a de l'hélium pour les ballons, et on a aussi donc, des gaz médicaux. Et en fonction du type de gaz, donc, ça va s'adresser à une clientèle différente. Donc, en fonction de la clientèle, on peut faire plusieurs types de communication et on adapte notre communication à la cible. Voilà. D'accord. Ça peut se faire aussi bien sur Internet, sur le site Internet. Ça peut se faire aussi bien par email, donc par emailing. Ça peut se faire aussi bien à travers des salons, même si aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Ça peut également se faire à travers des revues et des magazines. Ça peut se faire... on a déjà fait de la radio aussi. Voilà, du très, très, très local. Et ça, c'était via notre réseau dépositaire. Et donc voilà, en fonction des cibles, il n'y a pas de limite. D'accord, ok. Ok. Alors, en ce qui concerne l'image de marque, comment vous définissez-vous? Quelle perception d'image souhaitez-vous donner au public?
Alors, on souhaite donner une image au public d'entreprise forte, d'entreprise qui est proche de ses clients, parce que ça rentre notamment dans le cadre de notre stratégie donc, de développement durable, qui est de réduire les kilomètres parcourus. Ce sont des informations publiques que je donne qui sont disponibles aussi sur le site internet. Donc, ce qui fait que ça renforce le sentiment de proximité et notre implication dans le développement durable. D'ailleurs, tous nos gaz sont produits avec une énergie qui est 100% verte. D'accord. Ok. Voilà, donc proximité, respectueuse de l'environnement, respectueux donc des parties prenantes, des collectivités locales. Et on a aussi un projet donc, qui s'appelle le projet CARE, où on s'implique donc localement ou même à l'échelle nationale pour aider certaines communautés. Par exemple, on avait fait une action il y a 2 ans, je crois, c'était avant le corona, où on avait fait une vente de gâteaux et on avait fait une vente, on avait organisé des brocantes, tous nos sites de France s'étaient répartis pour récolter de l'argent pour une association qui s'appelait Make a Wish, donc qui réalise les vœux donc, des enfants malades et gravement malades. Donc c'est un petit peu les dernières volontés entre guillemets. Et du coup, on avait récolté une très grosse somme d'argent qu'on avait donnée à cette fondation pour aider localement. Voilà. D'accord. C'est admirable. Fractionnez-vous votre stratégie de communication en fonction de la spécialité de vos adhérents? Oui. Oui, parce qu'il faut savoir qu'au niveau donc, du réseau dépositaire, on a, comme je vous ai dit, 4 types de gaz qu'on leur vend, qu'on vend à nos clients via eux. Donc, eux ne vendent pas réellement le gaz, mais servent entre guillemets de dépôt. Donc, ils vendent à nos clients. Et en fonction donc du gaz, on a 4 types de clients. Et donc, en fonction de ça, on communique d'une façon ou d'une autre avec ces clients-là. Enfin, voilà, tout dépend de la cible. D'accord, ok. On va pouvoir conclure sur la partie échange avec moi-même. Quel est le plus grand challenge dans ce métier? L'adaptabilité, dans le sens que comme il y a beaucoup d'interlocuteurs, il faut savoir satisfaire absolument tout le monde. Donc, quand vous avez le commerce qui vous demande quelque chose, la communication qui vous demande quelque chose, la communication externe qui vous demande autre chose, le service client autre chose et un petit peu tout le monde, du coup, il faut savoir être un petit peu malléable et s'adapter pour pouvoir satisfaire tout le monde et répondre au mieux à nos partenaires. D'accord, ok. Ok, très bien. Eh ben, je te remercie, Feria. Je vais demander au reste du groupe et si jamais elles ont des questions. Si vous avez d'ailleurs des points sur lesquels vous souhaitez revenir, n'hésitez pas. Pour le moment, non, c'est très clair. Ok. Alors, du coup, le reste de la classe, la prof a une demande? Oui. Oui, merci Madame Madesca pour ces informations. Je voulais savoir, la communication globale au niveau de l'entreprise, elle se décide et se réalise en France ou en Espagne en fait? En fait, tout se décide au niveau des pays. La communication globale, le branding, c'est géré donc par les États-Unis, l'Espagne, etc. Et chaque pays, après, est autonome. C'est-à-dire qu'eux proposent et nous, on dispose. Voilà. Et je peux choisir la communication et l'adapter en fonction de mon pays. Très bien. Donc, il y a une charte basique et ensuite, il y a des adaptations possibles. C'est ça. OK. Et au niveau du réseau, est-ce qu'il vous arrive, alors je sais que le contexte est spécifique, mais est-ce que vous faites des séminaires ou des réunions justement pour expliquer à vos dépositaires quelle est la stratégie de l'entreprise, quels sont les axes de communication, quelle est l'image justement que vous souhaitez transmettre, toutes ces valeurs de développement durable, de proximité? Oui, on les explique. On communique relativement souvent avec eux. On organise aussi des réunions avec eux. C'est-à-dire qu'on fait des réunions de groupe où on invite l'intégralité, par exemple, de notre dépositaire, donc de notre réseau, à venir visiter nos usines ou à se réunir donc
dans dans un de nos événements. On les invite aussi dans le cadre de nos événements, donc sur les salons. Et on leur explique, on a beaucoup de communication. Et sur le terrain, en fait, pour un dépositaire, donc par région, il y a à peu près 3 interlocuteurs. Terrain physique, donc ils voient physiquement. Et après, ils ont bien sûr beaucoup de personnes au téléphone. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Dites-moi si c'est pas assez clair, hein, n'hésitez pas. Sonia, on t'entend pas. Merci. Est-ce que le reste de la classe a des questions sur l'intervention de Ferial? Est-ce qu'il y a des précisions à apporter? Alors oui, moi j'ai levé la main, je ne sais pas si... je ne crois pas que vous... Ah non, on ne voyait pas, désolée. C'est pas grave. Alors en fait, moi j'ai une question pour Madame Adescler. C'est en début de conférence, vous avez indiqué que vous étiez responsable marketing. Quelle est l'évolution? Quelle serait votre évolution après ce poste? Très très bonne question. C'est une question que je me pose aussi souvent. Parce que c'est vrai qu'au niveau organisationnel, en fait, au niveau marketing, à moins que je passe à l'Europe, il y a en termes de France, il y a plus spécifiquement au niveau marketing, du moins d'évolution. Mais après, on peut toujours changer de métier. Enfin, l'entreprise Air Product est une entreprise très ouverte où si demain, par exemple, j'ai envie de faire du commerce ou de la logistique et qu'une opportunité se présente, bah, mon entreprise se fera une joie de m'aider à réussir dans cette mission. Voilà. Ok, d'accord, ok, merci. Je vous en prie. Yasmina qui lève la main, non? Oui, c'est ça. Et du coup, moi aussi, j'avais une question pour Madame Adescler. Vous avez fait quoi, du coup, comme étude pour arriver à ce niveau-là? Alors, j'ai un bac plus 5 en marketing communication, un petit peu comme vous, j'ai fait une école de commerce. Donc, d'abord en alternance, c'était une école qui s'appelait le SCG Paris. Et ensuite, j'ai fait l'IPAG en 5e année. Donc, j'ai fait 3 ans d'alternance chez Saint-Gobain. Après mes études, donc, je suis partie aux États-Unis pendant 6 mois parce que j'avais la volonté d'apprendre l'anglais. Je voulais devenir bilingue. Donc, j'ai trouvé un stage bonus, que j'appelle bonus après mes études, pendant 6 mois dans une entreprise qui s'appelle Domaviland, donc à New York. Après, je suis rentrée en France. J'ai eu l'opportunité d'intégrer Air Product via un graduate programme, donc qui a duré 3 ans. Dans le cadre de ces 3 ans, j'ai eu 3 métiers différents d'abord au sein de ce graduate programme. Et l'entreprise m'a expatriée pendant 2 ans à Londres. Et après, quand ils m'ont ramenée en France, ils m'ont donné un projet qui était lié au dépositaire. Et l'année d'après, ils m'ont mis en tant que responsable marketing des réseaux dépositaires et Gas Taxi. Et petit à petit, j'ai pris des activités jusqu'au poste d'aujourd'hui. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, j'avais une question aussi, comme dans ce que vous avez présenté juste avant, vous avez parlé qu'il y avait des intervenants d'autres pays. Donc, Oui. je suppose du coup qu'il faut parler plusieurs langues, c'est ça? Oui, alors dans le cadre de mon travail, je travaille à peu près à 50% en anglais. Ah C'est-à-dire que tout ouais. se fait en anglais, toute la communication se fait en anglais. Mon service mon service communication qui est basé en Espagne, je leur parle avec eux en anglais. Je travaille aussi avec les États-Unis. On travaille avec d'autres pays, donc avec l'Allemagne, avec la Belgique, avec un petit peu tous les pays. Donc à 50% c'est en anglais. Et après, mes interlocuteurs en France sont français, donc je parle français avec eux évidemment. D'accord. Et du coup, ça n'a pas été une barrière pour vous, on va dire? Bien au contraire, je pense que dans la vie, il ne faut pas se fermer. Bien au contraire, il faut être ouvert à toutes les opportunités qui se présentent. Et même si on n'a pas forcément, on n'est pas bilingue, on n'a pas les compétences ou autres, tout s'apprend. Voilà. Et la Merci. chance qu'on a chez Air Product, c'est que même des gens qui à la base ne sont pas bilingues ou autres, grâce notamment à cet environnement international, ont pu apprendre l'anglais et peuvent se développer en anglais. Voilà, C'est clair. Merci. je vous en prie. Alors, il y a Sarah Kabongo qui a posé une question dans le chat. Donc, je crois que son micro ne fonctionne pas. Donc
Donc, elle demande, vous êtes implanté dans combien de villes en France? Alors, au niveau usine, on est présent en fait sur tout le territoire en France. Tout à l'heure, je crois que j'avais montré une carte. Vous voulez que je vous remontre la carte, peut-être? Ce sera plus simple avec un visuel. Alors, les petits points verts, c'est à peu près notre réseau dépositaire. Et les petits points jaunes, c'est notre siège donc, qui est à Paris, nos usines donc, de séparation de l'air, nos centres de redistribution et nos centres de conditionnement. Donc voilà, on est un plan. En gros, là où vous voyez des points, il y a des bureaux Air Product. Sachant qu'on a aussi d'autres bureaux, par exemple, je crois qu'on en a un à Rennes. Il n'y a pas de petits points parce que ce n'est pas un centre, entre guillemets, un grand centre. C'est peut-être quelque chose avec 4-5 personnes à l'intérieur. Voilà. Donc on est présent sur tout le territoire. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'entends pas, pardon. Oui, alors moi j'ai un petit souci, je vois pas les personnes qui lèvent la main. Ah, Laurine, si là je vois. Laurine, est-ce que tu avais une question? Vous m'entendez? Oui, Oui, on t'entend. en fait, la question a déjà été posée. D'accord, ok. J'ai oublié Ok. de baisser la main, pardon. Franck? Oui, j'avais une question. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir au niveau financier, est-ce que c'est un métier voilà, où vous gagnez bien votre vie? Est-ce que c'est un métier qui est plutôt bien rémunéré? Grâce à Dieu, je suis pas à plaindre. Ok, ok. C'était pour savoir. En même temps, il ne faut pas se cacher, on fait tous des études. Alors attention, les études, ce n'est pas un gage de réussite, c'est juste un outil qui va nous aider. Il ne faut pas croire qu'après nos études, on va tous être millionnaires, riches, machin, etc. Et puis, ce n'est pas le but. Je préfère gagner un petit peu moins d'argent et faire quelque chose qui me plaît avec de l'autonomie et de cette façon-là, plutôt que de gagner 10 fois plus que ce que je gagne aujourd'hui et ne pas être heureuse. Je suis d'accord avec vous, je partage votre point de Voilà. vue. Mais le salaire de démarrage est un salaire tout à fait compétitif lié aux écoles de commerce, enfin à la sortie d'école de commerce. Voilà, Ok, bah, merci d'avoir répondu à la question. je vous en prie. Et au niveau de la progression, elle est bien. Voilà. Ok, bah tant mieux pour vous. Merci. Laurine, du coup? Oui, j'ai une question. Vous avez parlé à plusieurs reprises de vos partenaires qui vous sollicitent pour, par rapport à à la communication. Je voulais savoir s'il s'agissait de franchises. C'est un petit peu le même principe. Comment dire? Pour le faire en simple, oui, ça peut ressembler à des franchises, sauf que ça l'est pas. C'est-à-dire que nos partenaires ne sont pas des franchisés. Ils sont liés avec notre société via un contrat, mais ils ne sont pas propriétaires des bouteilles. On reste propriétaire des bouteilles, ça veut dire qu'ils n'avancent aucun argent. Eux, ils sont juste rémunérés. C'est un peu comme des apporteurs d'affaires. Ils sont rémunérés sur la vente des bouteilles. Donc en gros, c'est tout bénéf pour eux et ils prennent aucun risque. Voilà. Ok, merci. Je vous en prie. N'hésitez pas à me dire si c'est pas très clair, hein, ou si vous voulez plus de précision. J'essaye de le faire vraiment simplement parce que sinon ça va être une usine à gaz sans mauvais jeu de mots. Hein. Alors, un dépositaire, c'est un partenaire. Donc, en gros, c'est une agence qui souhaite travailler avec. Alors, on va prendre un exemple concret. Est-ce que vous savez ce que c'est une entreprise de bricolage? Je vais prendre en bref, c'est pas exactement ça, mais c'est pour vous donner en bref. Donc, une entreprise de bricolage, par exemple, qui fait de la fourniture industrielle. Donc, fourniture industrielle, c'est qui fournit donc du matériel pour les industriels. Ça peut potentiellement être un partenaire. Pourquoi? Parce que nous, on vend du gaz industriel, donc du gaz de soudage ou autre. Donc, on ira voir cette personne en lui disant, voilà,
on a du gaz, c'est complémentaire à ton activité, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on t'envoie notre fichier client, mais toi aussi, tu nous fais bénéficier de tes clients. Et quand il y a quelqu'un qui se présente dans ton magasin, tu lui vends tes produits, mais en plus, tu lui proposes notre gaz. Et quand tu vends une bouteille de gaz, et ben, du coup, tu touches une commission dessus. Donc, du coup, c'est gagnant-gagnant. En gros, un dépositaire, c'est ça. C'est quelqu'un qui stocke nos bouteilles, qui est garant de notre marque, qui a notre logo un petit peu chez lui, mais qui est complètement autonome, complètement indépendant, qui peut arrêter le contrat quand il le souhaite, parce que la marchandise ne lui appartient pas, et qui travaille en collaboration avec nous. D'accord. Est-ce que c'est suffisamment clair ou... Alors, je crois que c'était une question à l'écrit. Moi, je ne vois pas la conversation. Je dois avoir des bugs. Je vois pas la conversation. Est-ce que la personne a dit que c'était pas clair? Je sais pas. Non. Bon. Sarah Non, Maouche. non, il n'y a pas de question. Non? Ok. Sarah Maouche a une question. Oui, je crois qu'elle a été écrite dans le chat aussi. En fait, moi, je comprends pas vraiment ce que c'est que le dépositaire. En fait, c'est pas clair pour moi. D'accord. Alors, un dépositaire, je vais prendre Carrefour pour exemple. Comme ça, non, attendez. Ouais, on va essayer comme ça avec Carrefour. Carrefour, admettons, il y a la société mère Carrefour et vous avez plein de petits Carrefour City. Et vous avez plein de Carrefour, Carrefour Market. Vous avez différentes offres. Admettons que ce Carrefour City veuille travailler avec Carrefour, donc il bénéficie donc du réseau de la marque, etc. Il vend les produits Carrefour, il bénéficie donc des réductions et de l'offre Carrefour. Il utilise donc la marque Carrefour, mais il est complètement indépendant. Et si demain il a envie d'arrêter de travailler avec Carrefour, bah, il arrête de travailler à Carrefour et il travaille avec qui il veut. Il devient par exemple demain Intermarché ou autre. C'est un peu le même principe. Sauf que notre dépositaire, donc il faut imaginer une structure un petit peu comme ça, sauf que le dépositaire ne va pas s'appeler Carrefour ou Air Product comme nous, il va s'appeler, je ne sais pas moi, Bricorama, fourniture industrielle ou TBC Transport, ou j'en sais rien. Et donc il va rester autonome, il va rester indépendant, mais il va développer une activité complémentaire qui est une activité de gaz via notre partenariat où il va vendre notre offre. Un peu comme s'il gardait nos produits, un peu comme une nourrice du gaz ou comme un apporteur d'affaires. Voilà. Ou un peu comme si vous achetez demain, je pense que ça doit être connu, de la vente à domicile. Les filles qui viennent vous vendre des trucs à domicile, je sais pas moi, des vêtements ou des choses comme ça, elles sont pas propriétaires de la marque. Vous vous réunissez en groupe avec des filles ou autres. Elles sont pas propriétaires donc de la marque de vêtements ou autre, mais elles vous vendent ces produits-là. Et elles sont rémunérées à la commission sur ces produits qu'elles ont vendus. Mais la marchandise, entre guillemets, ne leur appartient pas. Et la marque non plus. Et ben, c'est le même principe un dépositaire. J'ai essayé avec 3 exemples de le faire en bref. Est-ce que c'est assez clair ou pas du tout? N'hésitez pas à me dire non si c'est pas le cas. Pour moi. Non, c'est beaucoup plus clair pour moi. Merci beaucoup. Et du coup, en j'avais une autre question. Par rapport à la mise en place de la communication, étant donné qu'il y a plusieurs interlocuteurs, est-ce qu'il y a des problèmes de... c'est déjà arrivé qu'il y ait eu des problèmes de communication, de mise en place ou pas? Ah, ça peut arriver d'ailleurs souvent. Et puis des fois, il ne faut pas oublier, c'est la barrière de la langue qui est un très très gros problème de communication. Où parfois on veut dire quelque chose en français, ça sonne très bien, mais en anglais, c'est un peu compliqué à expliquer. Et donc oui, il est arrivé où des fois, il y a eu des soucis de communication dans notre communication. Mais ça, après, on résout très rapidement les problèmes en interne. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, je vois des mains levées, mais je ne vois pas les noms. Laurine, est-ce que tu as une autre question? Non.
Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On n'a pas vraiment, enfin, on n'a pas beaucoup évoqué vos. À part Air Liquide, est-ce que vous avez un autre principal concurrent? Bien sûr. Alors, on a Linde, qui est le concurrent allemand. On a également Sol, qui est un concurrent espagnol, si je ne vous dis pas de bêtises. On a également donc Sol, Linde, Air Liquide. Voilà, ce sont les principaux. On est 4 ou 5 en France en acteurs. Il y a Messer, Traxair, Westphalen. Mais je pense que ça doit être du chinois, là, si je vous donne tous les noms, parce que Oui, c'est vrai que c'est pas dans tout possible. ce que vous me dites, il n'y a que Air Liquide que Voilà. je connais. En notoriété spontanée, vous avez Air Liquide, et Air Liquide est une société du CAC 40, donc vous connaissez tous Air Liquide. Voilà. Oui. Même Air Product, la première fois, donc c'est assez drôle, quand je postulais pour Air Product, je pensais que c'était une filiale de la société Air Liquide. Donc je suis partie à l'entretien avec l'idée que j'allais chez Air Liquide. Donc voilà. Moi-même, je me suis fait avoir. Madame On Plassure, vous entend pas, madame. Oui, alors justement, comment vous différenciez-vous d'Air Liquide? Quel est le discours que vous avez par rapport à vos prestataires, vos partenaires, vos dépositaires, pour vous différencier de votre principal concurrent, j'imagine? Bah, le service de proximité. Nous, c'est vraiment ça. Dans le sens qu'Air Product est une entreprise un peu, j'utilise le mot familial parce que je dis tout le temps, on est une famille, on est petit, on est très petit, on est 7 fois moins qu'Air Liquide. Donc, ce qui fait que c'est comme une grosse PME qui travaillerait pour de l'international, tout simplement. Et du coup, un vrai service de proximité où on accompagne nos clients, où on accompagne nos dépositaires, où on accompagne nos partenaires, et on fait en sorte donc de tout développer, donc le tissu local. On se met aussi avec des associations locales et d'impliquer nos clients et puis d'engager aussi nos dépositaires à travers ce fameux tissu local. Oui, puis j'aimerais revenir aussi sur les questions de tout à l'heure concernant les dépositaires, parce qu'effectivement, quand on parle de réseau, quand on est dans un réseau bancaire, les agences, en fait, font partie de ce réseau, ça fait partie de l'entreprise, à différencier justement de vous, ce que vous appelez réseau, dans la mesure où votre réseau est indépendant de l'entreprise en elle-même, puisque ce sont des partenaires, des dépositaires avec lesquels, voilà, vous avez un contrat pour vendre vos produits. Oui. Voilà, donc voilà, peut-être que c'est pas tout à fait voilà, la même chose, je suis d'accord. c'est plus C'est pas même du tout la même chose. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu rentrer dans le détail pour rester proche de la formation et de la formation justement de ces jeunes filles sans rentrer dans toutes les subtilités. Voilà. Bien sûr, mais comme ça, voilà, pour bien faire voilà, la différence entre différents types de réseaux qui peuvent exister. Et vos dépositaires sont exclusifs, j'imagine. Pardon? Vos dépositaires sont-ils exclusifs? Alors, normalement, on a tous des contrats d'exclusivité, mais parfois il arrive que certains puissent avoir plusieurs concurrents au sein du dépôt, sous la condition qu'ils ne proposent pas la même offre que nous via le concurrent. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ferial, du coup, tu peux en profiter pour faire la prévention sur les jeunes qui utilisent les ballons pour s'amuser, en attendant que d'autres personnes des questions. Merci Sonia d'en parler. C'est extrêmement dangereux. Donc, 2 types de prévention. La première, c'est le gaz d'hélium. Il ne faut pas s'amuser à le respirer. On a l'impression que c'est marrant, c'est rigolo, etc. Mais on peut réellement s'étouffer parce que l'hélium, en fait, c'est un gaz qui est plus léger que l'air. Donc, ça remplace l'air qu'il y a dans vos poumons. Donc, vous pouvez mourir. L'autre fois, ma mère s'est amusée à le faire. Elle a failli mourir devant nos yeux. Donc, voilà. C'est pas une blague ce que je vous raconte, c'est véridique. Elle est devenue bleue.
Donc, ne vous amusez pas à le faire. Et pour le protoxyde d'azote, donc ce que vous avez dans les espèces de petites capsules, c'est du gaz hilarant, mais c'est hyper dangereux parce que c'est nocif au niveau du cerveau et il n'y a pas d'oxygène, donc ce n'est pas réellement la même offre que dans le cadre du médical, parce que dans le cadre du médical, c'est administré par des médecins et à l'intérieur de ce protoxyde d'azote, donc ce fameux produit qui s'appelle le Méopa, il y a 50% d'oxygène, si je ne vous dis pas de bêtises, et 50% de protoxyde d'azote. Ce qui fait qu'en respirant les deux en même temps, on ne craint pas, et puis c'est un médecin qui l'administre de toute façon. C'est un médicament. Et là, du coup, c'est pas du tout un médicament, c'est un danger et c'est un poison. Donc, merci Sonia de l'avoir dit et de l'avoir rappelé. Du coup, si on continue sur le domaine de la santé, au niveau pour la période du Covid, comment ça s'est passé au niveau de la communication entre vous, dans la communication interne? Interne ou externe ou via réseau? Les deux. D'accord. Alors, en interne, nous, on était tous en télétravail. Donc, on a pu travailler, conserver personne n'a été mis en chômage partiel parce qu'on avait tous du travail. Donc, voilà. Après, donc le réseau dépositaire, comme le premier confinement, moi, je parle vraiment de celui de mars. Donc, premier confinement, tout le monde était chez soi. Donc, eux, leur activité était complètement à l'arrêt. Donc, du coup, l'activité industrielle était pratiquement complètement à l'arrêt pour presque tout le monde. Alors que l'activité des hôpitaux, comme vous le savez, tout le monde a eu besoin d'oxygène. Voilà. Et en termes de communication, on a parlé, on a envoyé des emailing, on a appelé, toutes les équipes commerciales étaient mobilisées, etc. Et on a profité pour faire beaucoup de communication sur nos réseaux sociaux, donc notamment sur LinkedIn France, où on vraiment mettait en avant donc nos équipes médicales. D'accord. Ok, très bien. Alors, je vois toujours pas la conversation, mais est-ce qu'il y a une question dans la conversation? Parce que je ne la vois pas. Et les filles, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a eu d'autres questions entre-temps? Non, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions? Écoutez, on va pouvoir conclure si jamais ça convient à tout le monde. Enfin, je pense que ça va convenir à tout le monde. Je vous remercie, je te remercie, Ferial, pour ton intervention. C'était très intéressant et très clair. J'espère que ça a pu profiter à tout le monde. Voilà. Est-ce que vous avez un mot à dire, les filles? Personnellement, je voulais vraiment te remercier et je trouve que tout ce qui concerne le gaz, je trouve que c'est un sujet un peu complexe et en fait, tu as réussi à expliquer simplement et j'ai trouvé ça très très clair, donc bravo et merci beaucoup. Merci à vous, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler. Pareil pour moi, c'est vraiment clair et super intéressant, donc je te remercie pour ton intervention. On t'entend pas. On t'entend pas. Elle écrit peut-être dans la conversation. Ah oui, il y a un petit problème de micro peut-être. Ah. Sarah, tu as levé la main. C'est peut-être parce que tu as oublié de baisser la main ou est-ce que tu as encore une autre question? Bon. Merci. Bon, Sonia, je crois qu'il n'y a plus de questions. A priori, Sarah n'a peut-être pas baissé la main, c'est pour ça que vous voyez toujours la main. Ok, du coup, Wassila a écrit dans le chat, c'est ça? Parce que je vois vraiment pas la conversation, je sais pas pourquoi. Oui, c'est bon, elle écrit. Ok, très bien. Voilà, donc Wassila tient à remercier Madame Madescler et moi également, bien évidemment. Merci de votre implication, de nous avoir consacré tout ce temps.
et puis aussi pour les précieux conseils que vous avez pu apporter aux étudiants concernant le gaz justement, et toutes les informations que vous avez pu leur communiquer concernant votre entreprise, et puis plus spécifiquement la communication de réseau qui était notre thème d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Bon courage et bonne réussite à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais arrêter. Je